Aujourd'hui, une des questions essentielles dans l'autisme qui se pose, c'est celle du repérage, voire du diagnostic précoce. Pourquoi essentiel? Parce que on sait, et là-dessus tout le monde est d'accord, que plus tôt on prendra en charge ces enfants de manière adaptée, plus on améliorera le pronostic. Alors, bon, quelques données épidémiologiques. Actuellement, on considère que l'autisme concerne un enfant sur 150. Quand on observe les travaux d'épidémiologie qui consistent à compter le nombre d'autistes dans une population, depuis les années 60, on a le sentiment d'une augmentation de ce taux d'enfants autistes. Et les dernières études, une étude nord-américaine, une étude sud-coréenne, vont jusqu'à un enfant sur 86. La question se pose de savoir si ça augmente. On peut imaginer 3 réponses à cette question. Première réponse, on voit tous les enfants, là où auparavant on ne voyait pas tous les enfants. Et donc si on les voit tous, on en a plus. Deuxième possibilité, on a un système diagnostique qui est plus large. C'est clair. On a élargi notre système diagnostique. Un travail qui avait été fait par l'équipe de Charles Ossillou dans les années 2000, qui consistait à comparer le diagnostic posé selon la classification française de l'époque et le diagnostic posé par la classification internationale des maladies. On multipliait par 2 le nombre d'enfants autistes. Mais les enfants qui n'étaient pas autistes dans la classification française, ils n'étaient pas sans trouble. Mais ils n'étaient pas rangés. Ils n'étaient pas classés comme autistes. Et de ce point de vue, la nouvelle classification nord-américaine, le DSM-5, réduit un peu le nombre de critères, puisqu'on passe de 3 à 2 critères. Ils ont réuni les troubles de la communication et les troubles des interactions sociales, considérant qu'il s'agissait en réalité de la même chose. Et si on réduit le nombre de critères diagnostiques, fatalement, on va augmenter le nombre d'enfants concernés. Troisième possibilité, c'est que ça augmente. Alors, les statisticiens, c'est compliqué les statisticiens, c'est des travaux toujours assez complexes, mais les travaux statistiques sur cette question nous apprennent que 40% de cette augmentation serait expliquée par les effets de changement de classification, par le fait qu'on voit tout le monde, et qu'il resterait 60% qui augmenterait réellement. Si ça augmente réellement, on en ignore exactement les raisons. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Chacun y va de son point de vue. Si on est une New Age, on va évoquer le rôle des polluants. Si on est généticien, peut-être de sélection génétique. On peut avoir des quantités d'hypothèses. Mais pour l'instant, ça reste des hypothèses. Toujours est-il qu'on a l'impression quand même d'assister à une augmentation, ce n'est pas une épidémie, mais à une augmentation du nombre d'enfants présentant ces troubles. On fait systématiquement, quand on a un diagnostic d'enfant autiste, systématiquement on fait un bilan neuropédiatrique qui consiste à un examen clinique minutieux, des bilans biologiques, des bilans électrophysiologiques, neuroradiologiques, électroencéphalogramme, IRM, et un examen génétique avec recherche d'anomalies génétiques. Dans 15% des cas environ, on trouve des étiologies, des causes à l'autisme, c'est-à-dire soit des maladies rares d'origine génétique pour la plupart, sclérose tubereuse de Bourneville, maladie de Recklinghausen, maladie du cycle de l'urée, qui sont associées à l'autisme de façon plus importante que ne le voudrait le simple hasard. Il y a un lien entre les deux. Soit des anomalies génétiques. L'XQ-FRA, la trisomie 21. On a quantité d'anomalies génétiques aujourd'hui pour lesquelles on pense qu'elles peuvent être responsables d'autisme, sans qu'on en ait définitivement la certitude pour la plupart d'entre elles. Et quelques-uns, comme l'XQ-FRA, comme la trisomie, où on sait qu'il y a une association plus fréquente. Toujours est-il que quand on fait ce bilan, on retrouve dans 15% des cas une cause. Ça veut dire que dans 85% des cas, aujourd'hui, on ne retrouve pas de cause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Ça veut dire qu'on ne les retrouve pas.
Et de ce point de vue-là, il est clair que les progrès vont se faire dans les années qui viennent. On portera une attention particulière à la situation de l'épilepsie associée à l'autisme. On sait que chez des adultes, environ 40 à 60%, vous voyez comme les chiffres sont larges parce que c'est des travaux difficiles à mener, parce qu'elles dépendent beaucoup des populations de référence, mais 40 à 60% des adultes, jeunes adultes autistes, présentent une épilepsie associée. Parfois, cette épilepsie est infraclinique, c'est-à-dire qu'on a des anomalies électrophysiologiques, sans manifestation clinique. On a 2 périodes, 2 pics d'âge d'apparition de ces troubles, soit très précoces, dans la première année de vie. L'exemple typique, c'est le syndrome de West, soit en fin d'adolescence, pour l'essentiel d'entre eux. Il y a aujourd'hui un consensus. Consensus ne vaut pas vérité. Consensus, c'est l'état actuel d'une croyance partagée. Pour considérer qu'il s'agit de troubles neurodéveloppementaux, et je partage ce consensus à 100%. On a quelques arguments pour alimenter cette idée. Parmi les facteurs environnementaux qui peuvent être responsables d'autisme, on sait que la prise de valproate de sodium, de dépakine par la maman durant la grossesse, c'est un traitement antiépileptique, peut être responsable d'autisme. On sait aussi qu'on a des grossesses menées sous dépakine où il n'y a pas d'enfant autiste. Donc c'est peut-être plus compliqué que la seule prise de dépakine. Mais à partir du moment où on sait que la dépakine peut être responsable d'autisme, ça a permis aux chercheurs de travailler sur des modèles animaux. Et dès qu'il s'agit de faire de la pharmacologie, de développer des traitements, ou de faire de la physiopathologie, de voir comment les neurones fonctionnent, au sens large du terme, les modèles animaux sont absolument indispensables, évidemment. Ce qu'on a fait avec la dépakine, avec le valproate de sodium, chez les rats gestantes. Donc on a une rate gestante à qui on donne de la dépakine. Et on a des petits ratons qui sont autistes. Alors c'est quoi un petit raton autiste? C'est un petit raton qui reste dans son coin, il ne va pas se mélanger aux autres. Quand on change la moitié de sa litière, il reste sur la litière sale, il ne va pas sur la litière propre. Et quand il émet des cris, il a des cris plus aigus, moins modulés. Évidemment, on est très loin de l'autisme humain. Mais c'est les modèles animaux, ils sont toujours partiels. Et ce qu'on peut faire avec la rate gestante, c'est de jouer avec l'introduction de la dépakine. Et on s'est rendu compte que ces troubles étaient provoqués par la présence de dépakine entre le 11e jour et demi et le 12e jour de gestation chez la rate. Si on s'arrêtait avant le 11e jour, pas de trouble. Si on commençait après le 12e jour, pas de trouble. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurodéveloppemental chez le raton à ce moment-là? C'est la fermeture du tube neural. C'est-à-dire une période très précoce du développement. Et si je procède par analogie, ce qui n'est pas un bon raisonnement scientifique, mais ce qui est le raisonnement systématiquement appliqué quand il s'agit de passer d'un modèle animal à l'humain, à quel moment, dans l'espèce humaine, intervient la fermeture du tube neural? 24e jour de grossesse. Donc ça voudrait dire que la prise de valproate de sodium par la maman durant la grossesse, peut-être faut-il un cofacteur, mais en tous les cas, la prise de valproate de sodium par la maman durant la grossesse responsable d'autisme, cette responsabilité intervient très tôt dans le développement de l'embryon. Avant même, la plupart du temps, que les mamans sachent qu'elles sont enceintes. Une autre donnée, c'est l'augmentation du taux d'autisme avec la très grande prématurité. En dessous de 29 semaines d'aménorrhée, plus on descend en âge, plus on a un taux d'autisme plus élevé. Il est d'environ 9% chez les enfants qui naissent autour de la 27e semaine d'aménorrhée. Enfin, il y a des travaux d'un anatomopathologiste, Éric Courchesne, qui a montré qu'il y avait plus de neurones dans la région préfrontale chez les personnes autistes. Alors, c'est des travaux compliqués à mener, donc ils n'ont pas été reproduits, et donc ils sont sujets à caution parce qu'ils n'ont pas été reproduits, comme toujours dans les travaux scientifiques, quand ils n'ont pas été reproduits. Mais c'est quand même très compliqué d'avoir accès à des cerveaux de patients décédés. S'il y a plus de neurones dans la région préfrontale, ça veut dire que ça s'est joué
dans cette période de multiplication des neurones. Cette période de multiplication des neurones, par d'une cellule souche, on arrive aux milliards de neurones qui nous servent à fonctionner, se déroule à partir du 24e jour de grossesse, fermeture du tube neural, jusqu'à la fin du 6e mois de grossesse. Et donc ça plaide pour que ceci soit engagé déjà, l'autisme soit déjà engagé avant la fin du 6e mois de grossesse. Si on est dans les troubles neurodéveloppementaux, ça veut dire que ces enfants naissent autistes ou il y aura une participation éventuellement environnementale dans les tout premiers jours ou durant l'accouchement ou dans les tout premiers jours qui suivent l'accouchement. Il y a quelques hypothèses qui restent encore des hypothèses, mais il y a quelques hypothèses sur ces idées. On doit pouvoir les repérer plus tôt. Eh bien, c'est très, très, très difficile. Et c'est très difficile parce que les symptômes de l'autisme tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui pour poser un diagnostic ne sont pas spécifiques de l'autisme, plus l'enfant est jeune. Dans les premières études de validation de l'ADI, l'ADI est un outil diagnostique qui consiste en un entretien avec les parents qui vise à transformer l'observation des parents en présence de symptômes. Ça a été développé par Michael Reuter à Londres à la fin des années 90, milieu des années 90. Les premières études de validation nous apprenaient que à 3 ans, 30% des enfants qu'ils voyaient, qui n'étaient pas des enfants indemnes de toute pathologie, qui avaient des difficultés développementales, 30% de ces enfants avaient un diagnostic d'autisme tel qu'il était repéré par l'ADI et s'avéraient à l'âge de 5 ans pas autistes. Ils avaient d'autres troubles, des retards, une dysphasie sévère, mais pas d'autisme à proprement parler. Et on peut comprendre ça facilement. Si on regarde le tableau derrière, on observe. Alors c'est un tableau qui montre les symptômes qui étaient présents chez les enfants à 2 ans, à 3 ans, et pour lesquels on a eu un diagnostic d'autisme, et on regarde ceux qui étaient autistes, ceux qui n'étaient pas autistes, et la présence des symptômes. Et donc, gestes instrumentaux, la capacité de dire au revoir. Eh bien, à 2 ans, on a 53% des enfants non autistes qui n'ont pas de gestes instrumentaux. Et à 3 ans, ils sont encore 30% à ne pas avoir de gestes instrumentaux. Je ne vais pas détailler tout le tableau, mais on voit à la lecture de ce tableau que pour presque chacun des symptômes requis pour le diagnostic d'autisme, ils ne sont pas spécifiques. Et plus l'enfant est jeune, moins cette spécificité est présente. C'est vrai aussi pour l'imitation spontanée d'action, les jeux imaginatifs, les jeux sociaux imitatifs.